Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio Imo. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie du MAC de l'IMO. Et oui, il y a deux temps, la première partie de 7h à 8h où on fait le tour de l'actualité immobilière. Tous les journalistes de Radio Imo se démènent toute la semaine pour trouver les meilleures interviews, les meilleurs invités et faire des chroniques. Ça, c'était la première partie de la séquence avec un best-of. Et puis la deuxième partie, on va un petit peu plus loin dans l'investigation sur l'un des acteurs de l'immobilier. Et cette semaine, eh bien, notre choix s'est porté sur le groupe Remax. Tout le monde ne connaît pas. Ça vient des États-Unis, mais son cofondateur en France, Donatien Dumontier, va tout nous dire, puisqu'il est maintenant arrivé. Donatien Dumontier, bonjour. Bonjour Fabien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes au début de Remax en France. Et qu'est-ce que c'est que ce groupe ? Parce que vous nous dites que vous êtes le leader des réseaux immobiliers. Vous n'êtes pas tout seul à revendiquer ce titre. Mais pour vous, c'est déjà une réussite Remax. Comment vous vous présentez ? Alors déjà, en quelques mots, effectivement, Remax est le leader mondial des transactions immobilières. S'il y a un chiffre qui ne peut pas être contesté, c'est le nombre de transactions, puisque l'année 2021, qui était une année record, Remax a été le premier réseau au monde à passer la barre des 2 millions de transactions sur une année. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et là, quand on parle de numéro 1, c'est quelque chose de factuel. Maintenant, c'est un groupe qui existe effectivement depuis 1973, qui est dans 110 pays dans le monde, qui est en Europe depuis assez longtemps, en fait, depuis quasiment 25 ans. Et plus récemment, en France, puisque on a démarré l'aventure en 2016 et on a surtout lancé sur l'ensemble de la France avec mon associé Thomas Dangin, Remax sur l'ensemble de la France en 2019, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans. Et en 3 ans, on a multiplié par 5 la taille du réseau et on a dépassé la barre des 1000 agents en fin d'année dernière, donc qui était un vrai milestone, même si c'est qu'une étape parce qu'on veut aller beaucoup plus loin. Voilà, en quelques chiffres, c'est ça. Et comme je disais, en Europe, c'est aussi 30 000 agents commerciaux et c'est surtout une marque qui est implantée depuis très longtemps sur l'ensemble de l'Europe. Alors, on va y revenir, mais on va essayer de découvrir un petit peu qui se cache derrière le statut de cofondateur de Remax, parce que cette émission, c'est également un portrait à la fois de la société, mais du dirigeant de l'entreprise. C'est un petit peu votre émission. On va écouter vos musiques. C'est un petit peu vous qui êtes aux manettes du MAC de l'IMO. On va essayer de comprendre pourquoi vos choix de musique, qu'est-ce que vous aimez dans la vie. Et moi, je m'arrête déjà sur votre prénom, Donatien Dumontier. Moi, j'en ai pas rencontré souvent. D'où ça vient, l'histoire de ce prénom ? Alors, l'origine, c'est nantais. Après, c'est un prénom qui est pas courant, mais c'est quelque chose dont je suis fier, parce qu'au moins, une fois qu'on l'a entendu, on le retient. Et puis, quand on parle d'un Donatien, on sait qu'on parle de moi, en général. C'est rare d'en connaître deux. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Et c'est une bonne chose. Donc voilà. Et racontez-nous, alors, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un réseau immobilier. Vous avez toujours voulu être patron, ou alors vous avez toujours voulu être dans l'immobilier. C'est quoi le fil conducteur, enfin l'aiguillon, quoi ? Alors l'aiguillon, c'est que j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai toujours voulu monter ma société. Maintenant, je suis ingénieur de formation. J'ai fait 12 ans de commissariat aux comptes. Donc, vous êtes un petit peu vite, ingénieur. C'est quelle école, Dans une semaine, les concours d'ingénieurs vont commencer et donc il y a le choix. Il y a 250 écoles d'ingénieurs. Les arts et métiers, que je conseille à tout le monde. Voilà. Donc là, à ce moment-là, vous vouliez quand même faire un peu d'ingénierie à ce moment-là. Vous ne pensiez pas encore à l'immobilier, que je comprenne ? Non, pas du tout. Je pensais pas du tout à l'immobilier. Je crois que je suis arrivé en école d'ingénieur parce que j'étais bon en sciences et donc j'ai fait prépa et quelque chose de classique sans savoir où je voulais aller encore. D'ailleurs, pour mon premier boulot qui a quand même duré 12 ans,
c'était peut-être une vision de troisième cycle en disant le commissariat aux comptes, ça permet de comprendre comment l'entreprise fonctionne. Et puis, j'ai eu l'occasion au sein du cabinet Mazars d'avoir des très belles missions, de suivre la fusion de GDF et Suez, de suivre de grands groupes, d'avoir un métier qui est passionnant. Mais j'avais cette fibre au fond de moi, j'avais quelque chose qui me disait, voilà, si à la fin de ma carrière, j'ai pas entrepris, j'aurais eu l'impression de passer à côté de quelque chose. Donc à un moment, pour pas finir avec les meubles, je me suis dit, il faut que je me lance, et j'ai cherché une idée. Vous faites partie d'une famille d'entrepreneurs ou ça vous est venu de tout seul Oui, de alors vouloir devenir patron? Mes parents étaient entrepreneurs, ils étaient agents d'assurance. Et mes grands-parents aussi, donc il y avait quand même... C'est dans les gènes. Voilà, c'était dans les gènes, et je pense qu'en particulier mon père m'a transmis ça sur la volonté d'être indépendant, d'avoir une liberté au travail. Et c'est quelque chose que j'avais envie de vivre. Alors, voilà. Au premier abord, quand on parle de commissariat aux comptes, ça paraît un petit peu abscon, hein. C'est vrai que c'est solide, c'est technique, mais tant d'années là-dedans, vous parlez d'un métier passionnant, et bon, à certains, ça paraît un petit peu ardu quand même. Hein. Alors, c'est un métier de chiffres, hein. Il faut aimer les chiffres, c'est un métier technique, mais c'est aussi un métier où on apprend à travers les chiffres et à travers les process, à comprendre le business model des entreprises, comprendre comment ils fonctionnent. Et finalement, c'est un superbe outil pour comprendre comment une entreprise va se développer, comment une entreprise va réussir ou ne va pas réussir. Et ça donne de bonnes armes pour après, justement, aller dans l'entrepreneuriat et savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ensuite, vous êtes chez Mazars et vous dites, tiens, il faut que je devienne patron. Toutes les opportunités vous étaient ouvertes. Comment vous avez fait une rencontre? Vous avez réfléchi? Vous avez fait une analyse, un business plan? Racontez-nous. Alors, avant ça, c'est une rencontre, effectivement, avec Thomas Dangin, donc mon associé. On se connaît depuis très longtemps, puisque mon père était le parrain de son grand frère, donc on s'est toujours côtoyés. Lui est de l'immobilier. Il a eu un parcours d'agent commercial en immobilier, et puis d'après d'agent immobilier en montant une agence, puis 2 agences, puis 3 agences, des agences indépendantes. Et à un moment, il est arrivé pour lui le moment de dire, voilà, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'était d'être franchiseur. Donc il a commencé à se renseigner pour monter sa propre franchise régionale. Et c'est là qu'il a eu l'intelligence d'aller voir ce qui se passait à l'étranger et qu'il a rencontré Remax. Et ensuite, l'association avec Thomas s'est fait quasiment au milieu d'un dîner où il m'a raconté justement le fait qu'il avait rencontré Remax, le projet sur lequel il commençait à travailler. Je lui ai proposé de l'aider parce que c'était en anglais, il y avait des contrats conséquents. Et puis, Vous êtes particulièrement fluent en anglais, vous parlez couramment? Alors, en tout cas, j'ai passé un an aux États-Unis, donc... C'était où? Dans l'échange universitaire? Comment ça s'est passé? Voilà, à la fin de mes études, j'ai passé un an à San Francisco, en travaillant chez Visa et dans le codage informatique, et puis après à Berkeley. Sympa, voilà. À San Francisco, vous en gardez quoi? Une grande liberté culturelle. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Alors, une grande liberté culturelle, aussi le fait d'aller vivre à l'autre bout du monde, ça permet aussi de penser différemment, de voir des cultures différentes. La culture américaine, en tout cas sur l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de passionnant, parce qu'il n'y a pas certaines barrières qu'on peut avoir en France. Pensez à quoi, ouais. La peur de l'échec, en me disant, il y a quelque chose où, des fois même, les gens qui font des startups aux États-Unis, on dit que tant qu'ils n'ont pas échoué une fois, ils ne sont pas vraiment entrepreneurs. Je crois que l'idée derrière, c'est qu'en tout cas, c'est de se dire que c'est dans la difficulté que on se construit, qu'on apprend des choses. Donc il ne faut pas avoir peur d'y aller. Surtout qu'on est dans un environnement qui est hyper protecteur en France. Donc finalement, c'est un environnement dans lequel il est facile de se lancer, de tester, d'essayer. Vous pensez que ça peut évoluer en France ?
Alors, je pense que ça évolue déjà, ça a déjà beaucoup évolué, hein, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont entrepreneurs. On est un pays dans lequel il y a énormément d'entrepreneurs. La Startup Nation, elle commence à exister. Oui, je pense tout à fait. Nous, on le voit au quotidien. Il y a plein de métiers où les agents commerciaux, c'est quelque chose de très courant. Et puis, au-delà de ça, les gens qui veulent entreprendre. Et le système et l'environnement français est un environnement très favorable à ça. Parce que on sait que finalement, si ça ne marche pas, on a perdu du temps, peut-être un petit peu d'argent, mais on a d'autres solutions. On va pas être à la rue pour ça. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est assez incitatif pour se lancer dans l'entrepreneuriat. On est très ouvert effectivement à Radio Imo, à cette culture-là, parce que nous sommes installés nos studios dans un immeuble qui accueille les entrepreneurs, ce fameux système de coworking. Et puis il y a Cowork, la radio également dans le groupe Web Radio. Vous avez parlé il y a un instant de Thomas Dangin. On a recueilli quelques témoignages. Et puisque vous en parlez de cet autre cofondateur de Remax, je vous propose de l'écouter. Thomas Dangin, bonjour, vous êtes directeur associé chez Remax et donc vous connaissez particulièrement bien le président de Remax. Ça fait longtemps que vous vous côtoyez? Alors on se connaît depuis très longtemps, oui, puisque on se connaît par nos parents. Le père de Donatien était le parrain de mon grand frère, donc voilà, on se fréquentait déjà tout petit. Et ensuite, on a décidé de travailler ensemble parce que la vie nous a rapprochés et c'est ça qui est intéressant. Comment vous le voyez? Quelle est votre perception? Alors, je pourrais dire que je le vois d'en bas parce que comme il est très grand et que voilà, c'est quelque chose dont on parle souvent. Pourquoi? Parce que sa taille, en fait, ça lui permet de voir très loin. Et c'est ce qui nous permet d'avoir aussi une bonne association, c'est d'avoir des regards différents. Donc lui, j'aime à dire que grâce à lui, on a une vision globale et avec vraiment une vision dans le temps. Mais c'est aussi bon pour notre réseau puisque on est toujours content d'avoir un phare pour nous guider, autant dans la nuit que dans la journée. Franchement, c'est ça qui est agréable avec lui. Alors quand on est si proche, on travaille et puis on partage des passions, des hobbies. Il vous parle de sport par exemple? Alors oui, on parle de sport. Lui et moi avons fait du sport et lui était un très très bon joueur de tennis. Et également, il associe maintenant l'innovation au sport. Alors il fait beaucoup de vélo aussi, mais il associe la technologie de ce qu'on peut avoir grâce aux écrans et autres. Donc il est très très fort maintenant en vélo d'appartement et également on va en vélo tous les jours au travail. Donc je vois la différence, c'est-à-dire qu'on habite l'un à côté de l'autre et pourtant il arrive plusieurs minutes avant moi. Donc voilà, c'est un grand sportif. La connaissance et la maîtrise du détail, c'est quelque chose qui est important pour lui, donc ça se révèle aussi dans le vélo. Voilà, il est là très impressionné, votre cofondateur, un grand, il vous voit comme un phare. Alors, j'ai jamais vu Thomas Dangin, je sais pas s'il est petit, gros, j'y crois pas un instant parce qu'il fait quand même du vélo, mais on a l'impression que vous êtes comme son grand frère. Alors en tout cas, on aime bien se taquiner et ça montre notre proximité. Donc effectivement, j'aime bien le taquiner par rapport à sa taille parce que justement, il n'est pas spécialement petit et il doit faire 1m80. Donc c'est sa perception en tout cas. Voilà. Et puis ça montre notre complémentarité et je pense que c'est ça qui est intéressant dans une association. Il a cette connaissance commerciale, cette capacité à aller au contact, à créer la relation et on arrive tous les deux du coup à développer notre réseau de manière très forte en s'appuyant vraiment sur les compétences de chacun. Alors, il a évoqué votre intérêt, votre passion pour le vélo, pour la tech. On vous imagine avec plein de capteurs dans votre salon en train de pédaler tous les week-ends. Vous sortez de temps en temps, rassurez-nous. Oui, aussi. Mais effectivement, en Île-de-France, c'est bien de pouvoir le faire en salon pour l'hiver et puis d'aller le week-end. Vous mesurez quoi alors voilà avec toute votre tech, votre version tech du sport? Alors aujourd'hui avec un home trainer connecté, on a un écran d'ordinateur, on a une simulation où on fait des courses
en ligne. J'en ai déjà fait avec des amis qui sont à Londres ou à Miami, où on peut, comme sur un jeu vidéo, mais en produisant de l'effort, faire une course et courir les uns avec les autres ou contre les autres, ça dépend. Vous donnez un objectif, c'est-à-dire on voit un parcours pour arriver où? Comment ça se passe? Exactement. On voit le parcours, donc plus on roule, plus on va avancer vite sur la simulation. Et puis, par ailleurs, ça contrôle la résistance. Donc, quand on va commencer à monter sur le paysage, la résistance va être plus forte au niveau du pédalage pour ressentir ça. Alors, vous allez où ce week-end là? Vous êtes dit avec les amis, on se met le parcours sur San Francisco. Racontez-nous comment ça se passe. Exactement. Ce week-end, ça sera peut-être l'Alpe d'Huez, puisque de temps en temps, j'aime bien justement faire l'Alpe d'Huez. Et je crois que c'est quand même plus facile de le faire depuis son salon que en vrai. Je ne sais pas si le responsable de la station d'Alpe d'Huez va nous dire OK là-dessus, mais en tout cas, on comprend que vous voyagez même dans votre salon. Et puis, il le disait, tennis aussi, hein, vous êtes un grand sportif. Vous êtes classé au tennis? Alors, plus maintenant. En fait, on a fait... Thomas faisait référence au fait qu'on a tous les deux fait du sport de haut niveau petit. Moi en tennis, lui en natation. Et je pense que ça aide aussi dans la culture d'entreprendre, le dépassement de soi et puis la volonté d'être toujours un compétiteur. Vous avez pu être classé jusqu'à combien? Alors, je me suis arrêté assez tôt. En fait, j'ai été jusqu'à champion de Normandie. Ah, pas mal. Wow. Mais c'était à l'âge de 10 ans, quelque chose comme ça. Vous jouez encore un peu, là? Je joue de manière occasionnelle maintenant. Ouais. Très bien. Disons, j'aimerais bien échanger la balle avec vous. Alors, il y a une chose qui m'intrigue dans votre société Rimax, c'est ce magnifique logo pins là que vous arborez en forme de montgolfière. Je le décris pour ceux qui nous écoutent en radio sans regarder la vidéo, qui est également disponible sur notre site. C'est une montgolfière aux couleurs bleu, blanc, rouge. D'où il vient? Ça signifie quoi ce pins? L'histoire du logo Rimax, c'est l'histoire d'un franchisé qui était au Nouveau-Mexique et qui était un aéronaute, c'est-à-dire quelqu'un de passionné par la montgolfière, qui a demandé un jour à son franchiseur: est-ce que je peux mettre le logo sur ma montgolfière, est-ce que je dois changer l'enveloppe? Et puis, étant donné que la montgolfière est quelque chose, un emblème qui passe bien dans les films, elle est passée dans plusieurs films de présentation Rimax en arrière-plan. Et en fait, au bout de quelques années, c'est le public qui a identifié Rimax à la montgolfière. Et donc, un jour, il y a quelqu'un qui a été voir le fondateur de Rimax et qui lui a dit: je crois qu'il faut qu'on change de logo. Parce que finalement, c'est l'emblème pour lequel les gens identifient Rimax. Alors, au-delà d'être reconnu et associé, qu'est-ce que ça dit comme message derrière? En général, quand il y a un logo, c'est que ça dit quelque chose sur les valeurs de Rimax. Comment il faut l'interpréter? Alors, justement, ça porte les valeurs de Rimax, qui sont des valeurs d'entrepreneuriat, puisqu'on est 140 000 dans le monde, tous entrepreneurs. On se développe que en franchise, et puis c'est des agents commerciaux qui sont dans les agences. Et c'est une belle image de ce qu'est l'entrepreneuriat, la montgolfière, puisque on ne décide pas de tout. En l'occurrence, si vous avez l'occasion un jour de faire un vol de montgolfière, je vous le souhaite parce que c'est magnifique, on ne décide pas de la direction du vent. Néanmoins, on peut décider de là où on va en choisissant l'altitude. Et en fait, on se rend compte qu'avec un pilote de montgolfière qui maîtrise complètement où il va, mais pas en décidant seulement de son altitude, il change de courant et il va changer de direction. Et finalement, dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu ça. On ne choisit pas tout, on ne maîtrise pas tout, mais par contre, on peut jouer avec les éléments pour aller dans la direction dans laquelle on souhaite aller. Et puis après, il y a la prise d'altitude aussi qui est, je pense, assez intéressant pour prendre du recul sur son business et puis faire un beau voyage. Alors, dans l'entretien de recrutement, quand vous cherchez à vous adjoindre de nouveaux talents, vous demandez aux gens est-ce que vous avez le vertige ? Alors, en tout cas, je ne sais pas si c'est le vertige physique, mais en tout cas, est-ce que vous êtes prêt à rêver plus grand ? C'est quelque chose qu'on pose souvent en disant si vous voulez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale, il ne faut pas penser petit, il faut être capable de voir plus grand, et en ça, il ne faut pas avoir le vertige.
Alors, plus grand, tiens, c'est un mot qui revient. Déjà, Thomas Danjon, votre associé cofondateur, disait que vous êtes très grand. Vous mesurez combien, hein? C'est un portrait, on se dit tout sur Mac de Limo. 1m90. Ah oui, c'est vrai, c'est impressionnant. Merci de vous être assis pour cette interview. Et puis, on parlait de sport, mais vous êtes également ouvert sur la culture, puisque la première musique que vous avez choisie, c'était Love That Girl de Raphaël Saadiq. Pourquoi ce choix ? Alors, déjà, je peux vous dire que c'était très difficile de choisir et de restreindre le choix à 3 musiques. Donc, j'ai décidé de choisir une musique de Raphaël Saadiq parce que je l'ai vu en concert. C'était en 2009, je crois. Et c'est un très beau souvenir, ce concert, puisque c'est, je dirais, une bête de scène. C'est quelqu'un qui donne tout sur scène. C'était au Bataclan et il y avait une ambiance de dingue. Comment il fait ? Moi, je l'ai pas vu encore, Raphaël Saadiq. Il a une voix assez élevée. Ouais. Et quoi, il parle beaucoup, il fait des commentaires. Il danse, il bouge, je dirais presque qu'il est en transe. En tout cas, à la moitié du concert, il avait dû aller changer parce qu'il avait pas seulement la chemise mouillée, mais le pantalon, la veste, il avait tout mouillé. Il s'est complètement changé et puis 3 chansons après, il était de nouveau complètement trempé, mais heureux. Et alors, est-ce que vous avez repris avec les concerts ? Parce que voilà, je vois que vous aimez la musique, mais il y a eu le Covid qui est passé par là. Ouais. Ça a changé vos habitudes culturelles. Je sais que les théâtres, tout ça a repris, mais j'ai remarqué en parlant avec des amis, tout le monde n'a pas repris le même rythme. Alors, effectivement, j'ai pas repris encore les concerts. Ce que j'ai repris, par contre, ou que j'ai commencé en fait, c'est depuis 1 an, ma femme, pour mon anniversaire, m'a emmené à un cours de chant. Donc, je me suis mis à la chanson moi-même. Je suis pas au niveau encore pour faire un concert, mais en tout cas, je pratique. Alors, qu'est-ce que vous chantez ? Quel type de musique ? C'est variable ou ça reste dans la soul music ? Parce qu'avec Raphaël Saadiq, vous avez tout de suite donné une touche soul à ce Mac de Limo. Alors, Raphaël Saadiq, j'aime beaucoup. Il a une voix un peu trop haute pour moi, pour l'instant. Vous êtes quoi ? Comment ça s'appelle, votre niveau baryton ? Je ne saurais pas venir spécialement. Et alors, vous chantez un petit peu de tout, c'est varié ? Oui, c'est de la variété. Ça peut être les chansons qu'on va entendre plus tard, c'est des chansons que j'ai déjà chantées ou essayé de chanter. Et puis après, ça peut être de la variété française ou de la variété internationale. Donc, soit votre femme a voulu partager ce qu'elle entendait qui émanait de la douche, soit elle voulait que vous fassiez ça ailleurs. Hein. Il y a différentes interprétations. Hein. Je pense que c'était peut-être le deuxième possibilité de se dire qu'il fallait s'améliorer en tout cas. C'est bien, vous avez de l'humour. Voilà. Alors, dites-nous tout, Donatien Dumontier, vous êtes le patron de Rimax et c'est un groupe qui se dit leader au modèle novateur. Qu'est-ce qu'il a de différenciant par rapport aux autres ? Alors, la vision de Rimax, c'est avant tout notre devise, c'est de changer la façon de vendre de l'immobilier. Vendre de l'immobilier, c'est apporter plus de services à l'acheteur, au vendeur, à travers une meilleure connaissance, une meilleure formation par les agents, par une façon de vendre différente. À titre d'exemple, par exemple, on prône la coopération qui est vraiment dans notre ADN. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, la coopération, c'est juste réaliser la promesse qu'on fait au vendeur et à l'acheteur de dire « je vais tout faire pour vendre votre bien ou trouver un bien ». Ça implique de coopérer avec tous les autres professionnels du secteur et d'avoir une vision du marché qui soit décloisonnée. En France, on a encore l'habitude d'avoir un agent immobilier qui prend un mandat et qui essaye de trouver l'acheteur lui-même plutôt qu'aller voir les autres professionnels pour savoir s'ils ont des acheteurs. Il y a beaucoup de pays maintenant où la norme, c'est qu'il y ait un agent qui s'occupe de l'acheteur, un agent qui s'occupe du vendeur. Les agents et les professionnels se mettent en relation et mettent en relation par ce biais l'acheteur et le vendeur qui en plus sont chacun représentés par un conseil qui va défendre leurs intérêts plutôt qu'avoir un seul agent qui quelque part est en conflit d'intérêts puisqu'il a dit à un moment à son vendeur « je vais tout faire pour vendre votre maison au prix le plus haut » et quand il est sorti et qu'il rencontre un acheteur, il lui dit « j'ai peut-être une bonne affaire à vous faire faire ». Ce qui est compliqué.
faut changer de tableau et de point de vue. Et comment ça se passe avec les clients? Est-ce que en France, vous avez senti, ils étaient attachés aux marques traditionnelles, hein? Il y a des grands réseaux, Century, la Forêt, ou alors ils sont très très ouverts du moment que l'offre et le service est là. Il faut quand même aller les chercher, aller les convaincre de rentrer dans la boutique. Oui, de toute façon, c'est un métier où les acheteurs et les vendeurs ne rentrent pas dans la boutique. C'est pas comme vendre des chaussures. En fait, le marché et le métier, il se fait dans la rue, sur les marchés. Le boulot des agents, c'est d'aller au contact des acheteurs et des vendeurs, de toute façon. Donc après, c'est la proposition de service qu'ils font qui est différente, qui va être de meilleure qualité et qui fait la différence. Et en ça, en fait, on se souvient, plus que de la marque, on se souvient de la personne qui s'est occupée de nous quand on a acheté ou qu'on a vendu. Alors, on en a rencontré un. Il se situe vers Annemasse, parce que vous allez nous parler de la manière dont se déploie Rimax sur le territoire et dans le monde. Et donc, voilà, il fait partie de cette franchise Rimax. Il s'appelle Patrick Antoine. On l'écoute tout de suite. Patrick Antoine, bonjour. Vous êtes en charge, président d'Imo Frontières Rimax, et cela fait plusieurs années que vous travaillez avec le directeur de Rimax. Qu'est-ce qui vous séduit chez lui? Qu'est-ce qui rend cette coopération harmonieuse dont vous me parliez il y a un instant? Alors d'abord, je pense que c'est quelqu'un qui est très sérieux dans sa démarche, donatien issu du milieu bancaire, du contrôle, et donc c'est quelqu'un qui vérifie que tout doit bien se passer, que tout est bien conforme à un process qui doit nous amener à être efficace. Et donc quand effectivement la franchise Rimax est venue me solliciter dans le secteur d'Annemasse, moi ce qui m'a plu tout de suite, c'est cette capacité à se dire bon, on est dans un cadre rassurant, quelqu'un qui se pose les bonnes questions, qui fonce pas dans le tas n'importe comment, et qui finalement nous apporte une belle sécurité dans notre démarche professionnelle de développement. Alors, oui, je vous écoute. Non, allez-y, je vous en prie. Et effectivement, quand on est patron, difficile de suivre dans le détail tous les projets. Voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter de manière régulière. Il est inaccessible. On aime à savoir comment il évolue. Et puis, est-ce que vous êtes vraiment boulot ou vous parlez d'autres choses également avec lui? Alors, je dirais que on parle plutôt travail. On est plutôt deux chefs d'entreprise, du coup on est vraiment axé sur comment on peut optimiser nos propres entreprises et comment on peut travailler ensemble pour que chacun puisse y gagner un maximum, et notamment en qualité, en prestations, en service. Et donc il est vraiment de bons conseils avec évidemment son binôme, parce que c'est une histoire d'équipe chez Rimax France. Et donc on a vraiment, on va dire, le résultat derrière de nos réflexions, les pistes d'évolution. C'est pas une démarche avec des œillères, c'est vraiment une écoute, et puis finalement le pragmatisme avant tout, et surtout le travail qui est donc basé sur le travail en réseau, et ça c'est prioritaire. Le partage dans notre réseau, c'est une culture d'entreprise. Donc il le rappelle systématiquement, et je crois pouvoir dire que dès qu'on a un besoin spécifique, toute l'équipe, et à commencer par Donatien et Thomas bien sûr, sont là pour répondre à nos questions et nous éclairer sur nos projets, nos difficultés, et en tout cas comment on atteint nos objectifs ambitieux. Voilà, il y a le mot de chef d'entreprise qui revient. On a l'impression que partout dans votre réseau, c'est un réseau de chefs d'entreprise. Ça, je vous confirme. Ça fait partie de l'ADN. Et puis, là, on le sent dans votre approche quand il en parle. Oui, il vient, c'est sous contrôle. On sent que la dimension commissaire aux comptes n'est pas très loin chez vous. C'est quelque chose d'important quand on veut structurer un réseau, qu'on ait une cohérence dans le réseau, d'avoir effectivement... de se développer, d'avoir les bonnes idées, et aussi de le faire dans le bon ordre, et de faire en sorte que tout le monde met en place la politique qui a été décidée. Donc c'est quelque chose que j'apporte du commissariat aux comptes. Et puis je dirais, il y a aussi le partage des bonnes pratiques, qui fait d'abord partie de l'ADN aussi de Rimax, mais c'est un vrai travail d'aller chercher ceux qui travaillent le mieux pour aider tous les autres à travailler mieux, puisque quand on est 1200 en France, quand on est 140 000 personnes dans le monde, 140 000 chefs d'entreprise, finalement c'est 140 000 personnes qui pensent à comment je peux améliorer mon business, et souvent les bonnes réponses de demain
sont à l'intérieur du réseau et c'est important d'être capable d'aller les chercher. Vous êtes encore en train de recruter, hein, vous disiez 2000 agences. C'est quoi l'objectif ? Comment ça se passe ? Alors, 2000 agences en Europe. En France, on a une centaine d'agences. Et effectivement, on veut continuer à se développer avec une cinquantaine de franchisés supplémentaires sur 2022, à peu près 800 agents commerciaux, et puis une centaine de personnes qui sont du staff au sein des agences pour apporter du service aux agents. Parce que tout à l'heure, on parlait d'apporter plus de services aux acheteurs et aux vendeurs. Pour ça, il faut se structurer. C'est là aussi où ma vision du commissariat aux comptes m'a amené à Remax, puisque j'ai découvert avec Thomas comment le monde de l'immobilier, quelque part, était non organisé. On était dans toutes petites agences, dans le sens où les agences, en général, la moyenne en France, on sait que c'est 2,5 agents par agence, donc on est dans de la micro-entreprise. Alors que mon expérience, justement, d'année de commissariat aux comptes me faisait dire que, finalement, si on veut se structurer, eh ben, il faut être au moins 15, 20 ou 30 dans une entreprise. Sinon, on reste dans un système où c'est le chef d'entreprise qui, en fait, est son propre patron et a créé son job, mais a un plafond de verre parce que dès qu'il s'en va, la boutique s'arrête de tourner. Si on est 3 et qu'il y a quelqu'un qui se casse la jambe, c'est même la viabilité de l'entreprise qui peut être remise en question très vite. Et si on veut structurer pour apporter plus de services, c'est-à-dire avoir des formations au sein de l'agence, avoir des juristes, avoir des gens qui sont en charge du marketing, on ne peut pas avoir tout ce staff pour 3 personnes. Si on a 20, 30 agents, aujourd'hui en France, on est déjà à une moyenne de 15 agents dans les agences Remax, et on souhaite aller à 30. Là, on peut mettre en place tout un système où on va apporter tout un environnement où il y aura la possibilité de se répartir les tâches, d'avoir un système sur lequel on travaille, oui, en étant chef d'entreprise, mais on n'est pas seul, on est épaulé par toute l'agence, et puis du coup, on va pouvoir apporter les réponses techniques, juridiques, marketing à l'acheteur et au vendeur en s'appuyant sur les personnes qui sont au sein de l'agence. Vous me disiez que les plus grosses agences, en préparant cette émission, étaient au Portugal. Et il y a d'autres réseaux qui ont nécessairement, une agence dans une ville, c'est très très grand, c'est tant de mètres carrés. Vous, est-ce qu'il n'y a pas une taille comme ça qui soit référente ? Alors, il n'y a pas de taille référente, mais il n'y a pas de limite. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que chacun va se développer à la vitesse qu'il souhaite, et puis il va aussi s'arrêter là où il pense être au bon niveau quelque part pour lui. Et ce qui est intéressant, c'est que je continue à suivre des agences qui sont à 200 ou 300 agents au Portugal, mais qui continuent à se développer, qui étaient à 200 il y a 2-3 ans, qui sont à 300 maintenant, qui ne se sont pas dit à 200, là j'ai atteint la taille critique. Alors ça, c'est les plus grosses agences, mais au-delà de ça, les agences qui sont à 30, au bout de 5 ans, peut-être, celles-là, peut-être qu'au bout de 6 ans, elles peuvent être à 40, et toujours viser plus haut, toujours rêver plus grand, c'est quelque chose d'important pour continuer à développer son business. Alors, derrière votre ton très posé, on sent que tout est contrôlé et avance lentement mais sûrement, ou rapidement, mais en tout cas de manière très très supervisée. Mais on dirait que vous savez découpiller les grenades. Vous avez choisi comme titre musical La Grenade de Clara Luciani. C'est précisément la grenade découpillée ou c'est quelle grenade pour vous ? Alors c'était aussi un clin d'œil, parce que je trouve que c'est une très belle chanson, une chanson féministe aussi. C'est une chanson qu'adore ma femme, mes 2 filles, mon fils aussi, et donc une chanson familiale. Alors voilà. Choisie collectivement. Exactement. On va l'écouter. T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde.
sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Et toi, mais qu'est-ce que tu crois? Je ne suis qu'un animal déguisé en madone. Et toi, je pourrais te faire mal, je pourrais te blesser, oui, dans la nuit qui frissonne. Regarde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Regarde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Et toi, qu'est-ce que tu t'imagines? Je suis aussi vorace. Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontres dédiées à l'immobilier. Voilà, c'était une magnifique chanson de Clara Luciani, interprète, elle compose ses musiques, c'est magnifique, c'était La Grenade. Alors, vous aimez la culture, le sport, mais ce qui vous occupe tous les jours, bien sûr, c'est votre réseau. On a entendu des gens extrêmement expérimentés comme Patrick Antoine. Ce sont tous des responsables de l'immobilier qui ont 15 ans d'immobilier derrière eux dans votre réseau, les gens qui prennent des responsabilités sur le territoire? Alors, on a les deux. On a des gens comme Patrick et Brigitte, parce que c'est un couple qui était dans l'immobilier depuis de très nombreuses années, qui avait un plafond de verre. Et puis, quand on est venu leur expliquer la façon de travailler qui était complètement différente, ça a fait sens pour eux. Et on voit leur agence, comme elle a évolué aujourd'hui, et c'est quelque chose de fabuleux de voir ça. On a aussi des gens qui sont arrivés depuis moins longtemps dans l'immobilier et puis qui se rendent compte très vite que seul, ça va être compliqué ou ça va être beaucoup plus long que ce qu'ils imaginaient et donc qui viennent s'adosser à notre réseau. Et puis on a des créateurs. On a des créateurs d'entreprises qui viennent monter de toutes pièces, qui viennent en reconversion, puisque l'immobilier... Oui, j'allais en parler, voilà. Avec la pandémie, il y en a beaucoup qui ont changé de métier. Vous les voyez arriver? Oui, alors pendant la pandémie, on a vu beaucoup de personnes, en particulier au niveau des agents commerciaux, qui ne retrouvaient pas de débouchés à d'autres endroits et qui sont venus tenter l'immobilier. Il y en a beaucoup qui y ont pris goût et qui y sont restés. Et puis, il y a la volonté, de toute façon, l'immobilier, c'est une possibilité de reconversion qui est très forte. Et puis, il y a peu de gens qui sont dans l'immobilier, qui pensaient faire de l'immobilier depuis toujours, qui ont fait des formations spécifiques par rapport à ça. On voit que les acteurs de l'immobilier, c'est beaucoup de reconversion parce que finalement, c'est un métier qui s'apprend sur le terrain. Il faut des qualités, je dirais, humaines. Il y a des qualités techniques, mais il y a des qualités humaines. Et ça, ça s'apprend plus dans la vie que sur les bancs d'une école. Alors, petite question également sur ce marché. Quelle est votre lecture du marché? Là, je parle des acteurs. On a vu ces dernières années les mandataires monter en puissance, des nouveaux modèles. Vous dites les réseaux traditionnels à la papa, c'est fini? Alors, en tout cas, je pense qu'effectivement, c'est pas le futur. Sinon, je serais pas chez Remax. C'est l'opportunité que j'y ai vue en développant Remax. Et c'est ce qu'on constate sur le terrain, parce qu'il y a un écho très fort quand on va voir des professionnels de l'immobilier qui peut-être sont développés depuis 20 ans, mais qui sont toujours sur des structures qui sont relativement fragiles parce que tout repose sur leurs épaules. Et ça, pour en sortir, il faut changer complètement de modèle. Il faut, comme je disais, avoir des directeurs d'agences
qui deviennent des vrais chefs d'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont plus vendre directement. Leur métier, c'est plus d'accompagner un projet d'achat ou de vente, c'est d'accompagner des projets professionnels auprès d'agents commerciaux qu'ils vont accompagner de la même façon, en les formant, en les coachant et en faisant que eux réussissent professionnellement. Petite question sur votre lecture du marché. On a eu 1,2 million de transactions en 2021. Et puis, après, quelques inquiétudes. Il y a maintenant l'inquiétude sur l'inflation, ce contexte de guerre en Ukraine. Et donc, certains remettent leur projet immobilier à plus tard. Voilà. Quelle lecture de la conjoncture pour l'immobilier, selon vous ? Alors, je dirais d'abord, il faut avoir en tête que 2021 était une année record, mais plus 20% par rapport à l'année record déjà qui avait été 2020. Donc on va peut-être pas forcément faire 1,2 million de transactions tous les ans, mais le marché peut très bien vivre sans ça. Effectivement, il y a quelques points d'attention, je ne sais pas si c'est une inquiétude, mais d'attention. L'inflation, le fait que effectivement les taux d'intérêt commencent à remonter, même si on reste sur des taux qui sont extrêmement bas. Il faut se rendre compte que si on parlait à notre nous d'il y a 10 ans et qu'on disait les taux sont remontés à 1,2%, on nous prendrait pour des fous en disant mais 1,2 c'est très très bas. Donc tout ça reste très bas, mais il y a des indicateurs, notamment le suivi de l'inflation et des effets pour savoir si c'est une inflation qui va générer aussi une hausse des salaires ou c'est une inflation qui n'est générée que par une hausse des coûts. Ça va avoir des impacts à la fois sur l'évolution des taux d'intérêt, donc de la capacité d'emprunt, et puis aussi, comme je disais, sur un peu plus le moyen terme, sur les revenus des ménages, et donc savoir ce qu'ils peuvent investir dans la partie immobilier. Alors, sur les prochaines étapes, voilà, même s'il y a, on est dans l'entre-deux tours et on se demande ce que va devenir le marché immobilier avec un gouvernement, avec le gouvernement suivant. Vous, s'il y a quelque chose à demander à celui qui va prendre les rênes de l'Élysée, ce serait quoi dans le domaine du logement ? Alors, je vous dirais d'abord par rapport à la coopération, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a des endroits où la coopération est quasiment obligatoire. Et finalement, ça, c'est pour le bénéfice de l'acheteur et le vendeur. Et donc, finalement, d'obliger les professionnels à coopérer entre eux, je pense que c'est quelque chose de facile, qui coûte pas cher. Quand même. Alors, il y a des endroits où il y a des pays dans le monde où il y a quelque chose de réglementaire par rapport à ça. Je pense, par exemple, il est parti au Canada où quand un agent s'occupe de l'acheteur et du vendeur en même temps, il doit faire signer une décharge aux deux dans lequel ils déclarent qu'ils ont conscience qu'il y a eu un conflit d'intérêts et qu'ils n'ont pas pu avoir le meilleur des services, le service auquel ils auraient dû avoir accédé. Ensuite, je dirais que, alors je vais peut-être pas me faire des copains au niveau des politiques et en particulier des collectivités locales, mais les frais de notaire et les frais d'acquisition sont extrêmement élevés en France par rapport à d'autres pays. Et on sait que c'est un frein à la fluidité du marché. Donc, si quelqu'un propose de baisser les frais de notaire, ce serait le bienvenu. C'est vrai que sur les successions, il y a pu y avoir pas mal de changements d'un président à l'autre. On va voir ce qu'ils nous disent à l'issue de cette élection très, très disputée. Et alors, ça manque un petit peu de femmes dans cette édition. Donc, justement, on va se tourner vers Pauline Koenig, qui est une personne que vous connaissez très bien, une amie, l'une de vos proches, parce qu'on continue cette investigation pour savoir qui est Donatien Dumontier, le cofondateur de Remax en France, un grand dirigeant, mais un bon ami apparemment ici. On l'écoute. Pauline Koenig, bonjour, vous êtes directrice de la transformation chez Mediavision, mais surtout une amie très proche de Donatien Dumontier. Qu'est-ce que vous aimez chez lui ? Bonjour. Qu'est-ce que j'aime chez lui ? Beaucoup de choses, puisque c'est mon ami depuis plus de 20 ans aujourd'hui, qu'on se suit, donc on se suit tous les deux depuis le début de nos carrières respectives. Et c'est assez... Donatien est quelqu'un de très entier, en fait, n'ayant jamais travaillé avec lui, mais j'imagine qu'il est quand même le même que quand on le voit personnellement ou quand on le voit dans un cadre amical. C'est quelqu'un de très engagé parce que profondément animé par ce qu'il fait.
Il s'investit toujours vraiment à fond dans chacune de ses initiatives. C'est aussi un grand sportif. Et il aime bien aller jusqu'au bout de ses différents challenges. Et puis, c'est quelqu'un d'extrêmement persévérant et déterminé. Je crois que c'est aussi une de ses qualités principales. Il ne lâche absolument jamais rien. Et ce qui fait, entre autres, à mon humble avis, un très bon patron. Et puis voilà, quelqu'un de fidèle, puisque ça fait autant d'années qu'on se suit tous les deux. Alors, c'est des assemblées des grandes familles quand vous vous retrouvez, ou il est plutôt, comment est-il, plutôt en one-to-one pour approfondir? C'est quel type de rencontre? Là, on est dans le cercle effectivement familial, ou du moins amical. Amical, oui. Alors, on se voit très souvent autour de grandes tablées d'amis, de famille, de partager des moments ensemble, mais c'est vrai qu'on discute énormément, on va dire amicalement à notre cercle d'amis, et donc avec Donatien, on discute beaucoup en fait de sujets très spécifiques de société ou autres, et aussi de nos vies professionnelles, parce que ça prend quand même une place très très importante. Et c'est vrai que Donatien a entamé une aventure d'entrepreneur, aventure que je ne connais pas et dans laquelle je suis très très curieuse. Donc c'est vrai qu'on a pas mal d'échanges à ce propos. On m'a dit que vous connaissez aussi bien Donatien que sa femme finalement. Bah tout à fait, parce que c'est via sa femme que je l'ai rencontré. Voilà, effectivement, une proche de la famille. Alors, Pauline Koenig, c'est amusant parce que quand elle vous décrit comme amie, elle vous décrit comme un patron. Hein. C'est persévérant, visionnaire. Les qualités de patron, vous les appliquez partout dans la vie? Alors, en tout cas, je pense que on peut pas être vraiment différent au niveau professionnel et au niveau personnel. Et donc, je pense que c'est mes qualités, d'une manière générale, que j'essaye d'appliquer quel que soit l'endroit où je suis. Puis vous avez l'air fidèle, ça fait longtemps que vous vous connaissez avec Pauline Koenig. Oui, ça fait très longtemps qu'on se connaît. On s'est effectivement rencontrés par ma femme Sarah, et c'est une amie de longue date. Mais comment on fait quand on est un grand patron, qu'on doit aller sur le réseau à Annemasse voir Monsieur Antoine et pour cultiver son réseau d'amis? Est-ce que vous faites tout votre salon connecté à parler à vos amis à distance, ou vous arrivez à dégager du temps pour vos hobbies, pour les amis? Alors, c'est important de dégager du temps. Je pense pas qu'on puisse faire beaucoup de liens amicaux par visio. Ce qu'il faut, c'est que quand on a le peu de temps qu'on a, on en profite un maximum, et on essaye que ce soit intense quand on rencontre les gens. Alors, on revient sur ce réseau. Où est-ce qu'on vous trouve en France? Là, on se trouve à Paris, mais il n'y a pas qu'à Paris qu'on peut trouver Remax. Non, alors maintenant, aujourd'hui, on a une centaine d'agences immobilières. Il y en a 87 ouvertes. Ça commence à être à peu près partout en France. Donc, on commence à quadriller. Je dirais qu'il reste peut-être la partie Pyrénées qui est pas encore développée, mais sinon on commence à être à peu près partout en France. Et puis maintenant on va densifier parce que il y a la place pour beaucoup plus d'agences que ça. Donc ça veut dire quoi? On a beaucoup parlé du fait que les Français sont habitués ont redécouvert les villes moyennes. Vous les suivez? C'est quand vous dites densifier, c'est là que vous allez aller, ou est-ce que vous êtes encore dans les grandes métropoles? On est dans tout type de villes. Je dirais que quelque part. Vous les citez un petit peu, ouais. Alors il y a, je dirais, on a parlé d'Annemasse, Colmar, Strasbourg, Nevers, Granville. Angers, on est à Nice, Cannes, Donc les priorités, après, c'est en fonction des rencontres, dites-nous. Oui, alors les priorités, c'était le besoin d'abord pour se faire connaître, d'être partout sur le territoire, parce que on pense pas qu'on puisse s'occuper correctement d'un acheteur ou d'un vendeur si on est à 400 km de la maison. Donc il y a un maillage à faire, et puis après il y a je dirais une taille un peu critique, à la taille de l'agglomération, pour pouvoir avoir une agence de grande taille. Comme on parle d'une agence entre guillemets de grande taille, peut-être une agence de 30 personnes. Effectivement, il ne faut pas être dans le village complètement isolé, mais on peut être dans des villes beaucoup plus petites qu'on ne le pense pour avoir des agences de cette taille-là, parce qu'on a un marché qui est extrêmement fragmenté en France,
Et il n'y a pas de raison qu'ils ne se consolident pas dans les prochaines années et d'avoir des agences qui prennent 20-25% de parts de marché, comme par exemple Remax a au Portugal, ou quand on est au Canada, on est à 35% de parts de marché pour Remax. Donc ça fait beaucoup de possibilités. Quels sont les coûts à prévoir pour ouvrir une agence à l'enseigne ? Alors, on dit souvent que dans l'immobilier, il y a un coût d'entrée qui est relativement bas. Finalement, ce qui est important, c'est d'être capable de développer son agence et de ne pas avoir des revenus tout de suite, puisque les transactions immobilières prennent un certain temps. Si j'ouvre une sandwicherie dès le premier jour, j'ai du chiffre d'affaires. Quand j'ouvre une agence immobilière, ça ne va pas être le cas. Ça prend combien de temps ? Alors, je dirais presque, il va y avoir des revenus, mais on leur dit presque pendant la première année, il ne faut pas trop compter dessus, dans le sens où les charges vont être beaucoup plus importantes que le chiffre d'affaires. Et après, il y a des possibilités d'avoir beaucoup plus. En ordre de grandeur, si vous voulez créer une agence immobilière Remax, suivant l'endroit, c'est entre 80 000 euros et 200 000 euros. Et c'est essentiellement un fonds de roulement pour vous permettre de supporter toutes les charges et les investissements nécessaires avant d'arriver au seuil de rentabilité. Alors, si on parle de services, est-ce qu'on va un petit peu plus dans le détail ? Déménagement, c'est des choses sur lesquelles vous accompagnez vos clients ? Tout à fait. Alors, pas encore aujourd'hui en France, mais c'est des choses qui existent aux États-Unis, en Europe. Notre vision, c'est que l'agence immobilière doit être en fait un hub immobilier. Et là aussi, il faut d'abord avoir atteint une taille critique pour commencer à rajouter des services, et qui peuvent être effectivement les déménagements, les travaux, le courtage immobilier, le leasing de voitures, comme il existe dans certaines agences. Home staging. Exactement, du home staging, des travaux, tout est possible. Bon, très bien. Et je ne sais pas si la clientèle est au courant. Voilà, quand vous allez leur dire, ils vous demandent quelque chose de classique et puis vous leur proposez davantage, ou ils viennent justement pour ces services un petit peu différents ? Alors, ça dépend à la taille à laquelle vous êtes, parce que c'est dans cette agence que ça se passe. Les clients, en tout cas en France, ne sont pas forcément au courant que ça peut exister. Quand vous parlez à un Français, il n'imagine pas qu'une agence puisse avoir 30 ou 50 personnes de la même façon. Maintenant, c'est le métier de commercial, d'aller chercher les acheteurs, d'aller chercher les vendeurs, de lui présenter l'ensemble des offres. Mais pour l'agent, ça lui permet justement de proposer d'autres choses et d'augmenter son chiffre d'affaires. Merci pour cette explication. On va faire une petite pause musicale. Il est 8h55. Et puis, puisque tous vos amis nous l'ont dit, vous êtes très haut, vous êtes très grand, on va lancer ce titre, Uprising.
Le Mac de l'IMO, en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici. C'était Uprising. Qu'est-ce que vous aimez dans ce titre ? Alors déjà c'est l'énergie et puis c'était le dernier concert auquel j'ai eu l'occasion d'assister justement en 2019 au Stade de France. Merci beaucoup Donatien Dumontier. Il me reste à vous remercier. Vous avez été l'invité extrêmement charmant. Ça nous ouvre des perspectives sur cet acteur assez récent qui nous vient de Denver du Colorado, mais on est rassurés, vous parlez bien français. Vous êtes partout et notamment à Annemasse ou dans beaucoup de villes et puis ça se déploie très très vite. Je vous remercie d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous toute la semaine sur Radio Imo pour ne rien manquer de toutes les actus, les nouveautés, qu'est-ce qui se passe, les événements dans l'immobilier. C'est sur Radio Imo que ça se passe. Merci à vous de votre attention. À la semaine prochaine. Merci Donatien Dumontier. Au revoir. Merci Fabienne. Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.imo et toutes les plateformes de streaming.